Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'une opposition entre deux systèmes d'armée que tout oppose. La mosaïque punique face à la standardisation romaine. La composition hétéroclite de l'armée de Carthage, compensée par la valeur de ses chefs, finit par se retourner contre elle face à une organisation romaine plus uniforme, appuyée sur un énorme réservoir humain. Partons ensemble à la découverte de leurs forces et de leurs faiblesses. Jamais on ne connaîtra, faute de sources fiables, la taille précise des armées qui s'affrontent pendant la Deuxième Guerre punique, sans compter que les chiffres évoluent au gré du conflit. Ce qui est certain, c'est que de toute l'Antiquité, ce conflit est celui qui mobilise le plus de combattants et se révèle le plus meurtrier, avec en croire les estimations près de 300 000 victimes, civiles et militaires dans chaque camp. Et ce qui est tout aussi établi, c'est qu'au cours des 17 années que dure la guerre, la balance démographique penche nettement du côté romain. L'Italie romaine, rurale mais peuplée, compte environ 3 millions d'habitants en 225 et 2,7 millions en 203, dont respectivement 860 000 et 700 000 vrais romains. On lit bien là les pertes liées à la guerre. Une masse considérable, dont une très forte proportion de surcroît est de fait appelée à servir, le port des armes étant considéré comme normal et honorable par les citoyens romains. En 212 avant Jésus-Christ, au sommet du conflit, les légions mobilisent 270 000 hommes, près du quart d'un réservoir quasi inépuisable de 700 000 recrues potentielles. Avantage énorme qui permet de ressusciter les armées détruites par Hannibal sur le front italien, tout en alimentant les corps expéditionnaires des fronts secondaires. Carthage, elle, ne peut raisonnablement compter que sur une base de 300 000 habitants. En outre, le métier des armes n'y est guère prisé. Selon les circonstances, l'armée ne compte que 10 à 15% de citoyens. Le reste est constitué d'alliés et de mercenaires. Au printemps 218, alors qu'il entame les hostilités, Hannibal rassemble 102 000 hommes à Carthagène. C'est un maximum, probablement jamais dépassé. Les pertes sont remplacées principalement en puisant parmi les populations celtes et italiennes. Pour redresser une balance aussi défavorable, Hannibal met en œuvre une vraie stratégie diplomatique. Il espère, par un effet boule de neige, profiter du ressentiment à l'égard de Rome, et entraîner avec lui les Gaulois transalpins et cisalpins, puis les populations italiques. Son programme conquérant est vaste, structuré et cohérent. Il est en outre soutenu à Carthage par la plèbe et par une coalition de personnes opposées aux principes aristocratiques. La Deuxième Guerre punique intervient en fait dans le cadre d'une véritable révolution barcide. Ces efforts porteront après le retentissant succès de Cannes 216 avant Jésus-Christ, avec l'engagement à ses côtés de la Macédoine de Philippe V, de Syracuse, de Capoue, deuxième ville d'Italie, et d'une bonne partie du sud italien. Mais de telles alliances sont précaires. Si elles n'offrent guère de contingents, elles ont le mérite de fixer d'importants effectifs adverses. Marcellus embarque ainsi 20 000 soldats dans le siège de Syracuse de 214 à 212. Dès les prémices du conflit, Hannibal envoie des émissaires en Gaule transalpine et cisalpine et reçoit leur ambassadeur à Carthagène. Motivés par le pillage plus que l'installation d'un nouvel ordre en Méditerranée, les Celtes, notamment les Isurbes et les Boïens, ennemis héréditaires de Rome, constituent une bonne part de l'infanterie punique et jouent un rôle essentiel. On les voit bien encadrés par un Hannibal, méfiant, jouer les premiers rôles et subir de lourdes pertes au Tessin, à la Trébie, au lac Trésymène, à Cannes. Si les succès du Carthaginois encouragent quelques tribus dont les Sénons à le rejoindre, les Gaulois ne sont pas tous favorables pour autant. Ainsi, en 218 avant Jésus-Christ, à Orange, un parti celte tente de barrer le passage du Rhône, surtout par crainte de représailles et haine des Boïens et des Isurbes. Vénète et ses nomans du nord italien restent fidèles à Rome. La menace qu'ils exercent sur les alliés puniques va atténuer la pression sur Rome, sauvant notamment la ville éternelle au lendemain de Trésymène.
La tradition impute les pertes importantes dans les rangs gaulois à une carence disciplinaire. Leur inconstance et leur volubilité étaient pointées du doigt. Les vraies causes sont plutôt liées à leur mépris de la mort, typique de la culture celte, leur rapport au mercenariat, leur goût pour la guerre, et leur technique de combat particulière. Dynamiques, très aériennes, fondées sur le mouvement, elles induisent légèreté de l'équipement et rapidité d'exécution. Au lieu des lourds combats de phalanges répandus chez les peuples méditerranéens, avec poussées frontales et contournements rappelant les mêlées de rugby, les Celtes privilégient un art martial plus dégagé, plus libre, axé sur le passage en force. La faiblesse du réservoir humain punique impose de recourir à un complément ethniquement bigarré. L'infanterie lourde carthaginoise compose avec Libyens, Celtibères et mercenaires. L'infanterie légère repose sur les frondeurs des Baléares, les Numides et les Ibères, sans compter les inclassables fantassins gaulois. La Libye s'étend comme aujourd'hui du littoral placé à l'est de la Tunisie à l'Égypte. La Numidie couvre en gros le littoral qui va de l'est du Maroc actuel à la frontière tunisienne. Il en est de même pour la cavalerie aux unités lourdes composées de soldats citoyens de Carthage et des Libyens. S'ajoutent des escadrons légers, numides et ibères, et même une cavalerie moyenne ibérico-gauloise. Les implications tactiques d'une telle diversité sont évidentes. Niveau d'entraînement inégal, nécessité de traduire les ordres au moins à l'échelon subalterne, loyauté et motivation à géométrie variable. Ainsi, s'ils sont plus professionnels que les citoyens tenus au service militaire obligatoire, les mercenaires se battent pour l'argent. Ils sont donc placés en avant ou ceinturés par précaution entre des unités de citoyens. Même chose pour les excellents fantassins libyens et Libye phéniciens ou les cavaliers numides. Les Libyes phéniciens sont des Libyens bénéficiant du droit de conumbium, système de relations matrimoniales entre deux groupes ethniques, et donc de liens de parenté avec les Carthaginois, d'où leur nom. Ces peuples dont Carthage était autrefois tributaire sont devenus des alliés, plus ou moins contraints, bien que leur solde soit apparemment équivalent à celle des troupes mercenaires. Une trahison est toujours à craindre. Celle de Massinissa a pesé très lourd à Zama en 202 avant Jésus-Christ. Face à la multiplicité carthaginoise, la composition de l'armée romaine tranche par sa plus grande cohérence. Les hommes de troupe viennent pour l'essentiel des campagnes italiennes. Ce sont des soldats paysans citoyens, robustes, disciplinés et bien entraînés. Ils sont en outre soudés au sein du système légionnaire par des origines ethniques proches au patriotisme fervent, du moins pour les purs romains, et les désirs de protéger leur famille dans un pays envahi. L'honneur n'est pas une petite motivation. La victoire de Zama peut expliquer par la présence dans l'armée de Scipion, le futur Scipion d'Africain, ex-vaincu de Cannes, désireux de se racheter et de pouvoir rentrer dans leur patrie, ainsi auréolés de la revanche. À noter que l'armée romaine intègre elle aussi d'importants contingents alliés, les socii italiens, toutefois pour l'essentiel, et donc culturellement proches des Romains. Un vieux cliché veut que les galères de Carthage, puissance maritime, aient dominé celles de Rome, puissance terrestre. C'est inexact, et ce dès le début du premier conflit. Certes, les chantiers navals puniques sont capables de construire des bateaux à la chaîne, avec des pièces interchangeables et numérotées. Mais ce système de kit est vite copié, et Rome peut s'appuyer sur ses alliés méridionaux, Tarente, Locre, Vélie, Naples, Syracuse, et sur des prisonniers pour trouver les équipages expérimentés, 30 000 rameurs pour 100 galères. En nombre, la marine romaine prend vite l'ascendant. Elle dispose en 250 avant Jésus-Christ de 240 navires, contre 180 à Carthage. Si l'entraînement est insuffisant pour l'éperonnage, les Romains privilégient l'abordage grâce à une passerelle mobile, le corbeau, abattu sur le navire cible. Pas question de transporter ici la relative supériorité terrestre de l'organisation manipulaire. Les Romains disposent simplement de meilleurs fantassins de marine. Les excellents équipages marchands adverses ne font pas forcément de bons guerriers. Et c'est grâce à ces victoires navales, Mylae en 260 avant Jésus-Christ, Soulci en 258, Cap Ekmon en 256, île Égat en 241,
que Rome bloque la Sicile et remporte la première guerre punique. Cette supériorité devient encore plus flagrante lors de la suivante. Faute de transport par mer, les troupes d'Hannibal doivent franchir les Alpes pour envahir l'Italie, tandis que les Romains multiplient impunément expéditions et raids sur une mer qui leur appartient désormais sans partage. Carthage fournit l'essentiel des cadres et officiers. L'hétérogénéité des troupes est en partie rattrapée par l'homogénéité du commandement. L'encadrement reste cependant mal connu. Les textes antiques ne parlent que des généraux et amiraux. Ces derniers sont élus par le peuple qui leur donne des titres grecs, hégémon, général en chef, ou latin, poenerum, imperator, commandant en chef punique, classi praefectus, préfet de la flotte, soit amiral. Il est fort probable que ces officiers soient des aristocrates carthaginois, souvent jalousés par leurs concurrents et par la plèbe. Leurs plus petits échecs sont sanctionnés durement sur le terrain ou à leur retour à Carthage, crucifixion ou lapidation. Le cas des mercenaires est particulier. Surveillés par le tribunal des 104, ils sont groupés par nation et dirigés par des cadres sortis de leur rang, s'exprimant dans leur langue. Le tribunal des 104 est une juridiction spéciale de magistrats choisis dans le Sénat de Carthage et dédiée aux affaires politiques et militaires. Dans l'ensemble, l'armée est bien organisée et efficace, intelligemment découpée et dotée d'une logistique de qualité. L'entraînement régulier, même si des désertions sont probables. À Rome, l'encadrement est aussi électif pour les grades supérieurs. Il est assuré par des tribuns, des magistrats en charge ou prorogés. Consuls et proconsuls, prêteurs et propréteurs ou dictateurs. Les officiers vaincus, en revanche, ne sont pas exécutés. Le déshonneur est pire que la mort. L'encadrement subalterne repose sur les centurions non élus. La discipline de l'armée romaine est sévère. L'entraînement est une clé dans son succès. Il arrive certes que les miles romains désertent. Certains combattent même aux côtés d'Hannibal, plutôt que de servir dans les plantations de Carthage. Le sort de ces transfuges, livrés après la défaite, est facile à imaginer. Au niveau logistique, l'armée républicaine est déjà efficace, mais elle ne bénéficie pas encore des avancées de la réforme marienne, qui accroît notamment sa mobilité. La réforme marienne, initiée en 107 avant Jésus-Christ par Gaius Marius, militaire et homme d'État, dominant à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, augmente considérablement l'efficacité de l'armée romaine. Elle supprime l'obligation de propriété terrienne associée au service dans l'armée, l'équipement étant fourni et payé par l'État. Il institue en outre une armée professionnelle permanente, avec engagement payé sur 16 ans. De ce fait, mieux entraîné, instantanément disponible, sans lever, et motivé par la perspective d'une retraite. Enfin, Marius accorde la citoyenneté aux alliés italiens au terme d'un engagement dans l'armée. Les deux armées partagent beaucoup de points communs avec la tactique de leur temps, notamment le dispositif initial, généralement un centre avec deux ailes, un camp et éventuellement une réserve. Les manœuvres principales visent un but similaire, disloquer ou envelopper l'ennemi, avant de le détruire ou de le capturer. La ressemblance s'arrête là. L'armée punique obéit au modèle gréco-macédonien des armées hellénistiques. Elle place son infanterie légère en avant du gros de l'armée, comme autant de tirailleurs chargés de cribler l'ennemi de javelots et de balles de fronde. Les Numides ne dédaignent pas le corps à corps. Armés de couteaux, ils appliquent sans modération une technique redoutable. Ils frappent de bas en haut, de manière à trancher jarrets et muscles des ennemis. Derrière ces rangs se place l'infanterie lourde, l'arme principale d'Hannibal, organisée en phalange. Les fantassins cherchent également le corps à corps, poussent l'adversaire en tentant de le contourner par le biais bien connu des anciens Grecs. Chaque bouclier protège à moitié celui qui le porte, et le flanc droit du frère d'armes, placé à sa gauche. Le combattant, cherchant d'instinct à se protéger, se décale légèrement vers la droite. Si côté romain, l'infanterie règne sur les champs de bataille, les Carthaginois, eux, offrent un important rôle tactique à la cavalerie, souvent décisive et diversifiée.
La cavalerie lourde, libyenne ou carthaginoise cherche le choc, tandis que la cavalerie légère numide lance ses javelots au galop et harcèle l'ennemi avant un rapide repli. Les Ibères développent en outre une cavalerie moyenne originale, associant des pairs cavaliers fantassins. La méthode permet de déposer rapidement le piéton à proximité des lignes ennemies. Ils assistent la cavalerie au cœur de la mêlée avant de prendre la fuite, au besoin en s'accrochant à la queue du cheval. Les Carthaginois disposent enfin d'une arme exclusive, les éléphants. De l'espèce africaine plus gros que celle d'Asie utilisée par les armées hellénistiques. Parfois disposés en avant du gros de l'infanterie lourde, ils sont employés à la façon de blindés, combinant choc physique et psychologique. Leur aspect impressionne les légionnaires, leur odeur effraie les chevaux et éloigne donc la cavalerie. Leur impact désorganise les lignes de fantassins. En outre, ils font office de plateforme d'où jaillissent flèches et javelots. L'éléphant présente cependant des inconvénients. Sujet à la panique, il se retourne alors contre ses propres lignes et doit être tué par le cornac, équipé d'une pointe et d'un maillet. Les pachydermes se font d'ailleurs de plus en plus rares, et les Romains apprennent à les gérer en ouvrant aux besoins leurs rangs et en les criblant de javelots. L'armée romaine, elle, place à l'avant-garde son infanterie légère, les vélites, et sur les ailes, la cavalerie romaine et italienne, bâtie sur le modèle grec. Fantassins légers romains, les vélites, recrutés parmi les citoyens pauvres, ont pour mission de harceler l'ennemi avec des javelots. Sous la République et au début de l'Empire, une légion en comptait environ 1200. L'infanterie lourde, légionnaire, cœur du corps de bataille, obéit à l'organisation manipulaire. Avec sa disposition en damier, caractéristique plus souple que la phalange et notamment bien adaptée au terrain accidenté. Reste évidemment à ne pas fourvoyer cet outil remarquable dans les pièges élaborés par le maître des tactiques et des stratégies, Hannibal. Comme on l'a vu, en comparaison à l'armée romaine standardisée et organisée, l'armée punique était composée d'une véritable mosaïque d'ethnies, où se côtoyaient les citoyens, les sujets libyens de Carthage, les troupes fournies par les peuples alliés et les mercenaires accourus de tous les horizons. Recruté au début exclusivement parmi les citoyens, le gros de cette armée était formé depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ par les sujets libyens qui vinrent renforcer 2 siècles plus tard les auxiliaires numides. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.